Salut mes Africa Lovers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore dans ce nouvel épisode hebdomadaire de votre chaîne préférée, Peuple Ébène. Ici, nous parlons de l'histoire de l'Afrique, mais surtout l'histoire de l'Afrique racontée par les Africains, mais surtout l'histoire glorieuse de l'Afrique dans son originalité. Aujourd'hui, nous allons aux origines de cet empire qui est reconnu comme le premier empire africain à avoir créé une monnaie internationale. Cet empire, c'est tout simplement l'empire Aksum. Si vous êtes donc prêts, installez-vous confortablement et c'est parti, projecteur. Le royaume Aksum existait dans ce qui est aujourd'hui une partie, je dirais, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, du Djibouti, de la Somalie, du Soudan et même du Yémen aux environs de 100 à 940 de notre ère. Construit sur le commerce, Aksum était en fait un acteur majeur dans les routes reliant l'Empire romain au régime politique de l'ancien sous-continent indien. Il figure en somme en bonne place dans l'histoire du christianisme et même aussi de l'islam. Sa capitale, également appelée Aksum, se trouve dans le nord actuel de l'Éthiopie et est la prétendue demeure de la légendaire reine de Séba et le lieu de repos de l'Arche de l'Alliance. À son époque, on va dire vers 350 de notre ère, le royaume Aksum s'étendait sur, figurez-vous, environ 1,2 million de kilomètres carrés. L'emplacement stratégique d'Aksum entre le Nil et l'océan Indien en a fait un emplacement privilégié pour un empire commercial, bien sûr. Aksum exportait de nombreux produits agricoles, y compris le blé et l'orge, mais ses principales ressources naturelles étaient l'or, le minerai de fer et le sel. Il est également devenu de plus en plus un poste de traite des esclaves, positionné entre l'océan Indien et les routes commerciales transsahariennes. Aksum avait sa propre langue et son propre alphabet, appelé le Djehez. Le Djehez était une langue sémitique du sud. Il est resté la langue principale du successeur, le royaume d'Éthiopie. Il reste la langue liturgique des églises orthodoxes éthiopiennes et érythréennes, mais aussi des églises catholiques éthiopiennes et de la communauté juive Beta Israël. Les origines du Djehez restent un sujet de débat parmi les linguistes historiques. Certains affirmant que l'écriture de Djehez est apparue dès 200 ans avant notre ère et d'autres la plaçant aussi plus tard, on va dire vers le 7e siècle de notre ère. Certains premiers textes de la langue Djehez sont des traductions d'écrits paléo-chrétiens et incluent la littérature biblique qui a été, on va dire, marginalisée dans d'autres formes de christianisme. Bon, en ce qui concerne, on va dire, la question des origines du royaume ou encore de l'empire aksumite, cela a fait l'objet d'un débat historique très important. Des érudits antérieurs ont fait valoir que la civilisation autour d'Aksum était d'origine sabéenne. Les Sabéens, en fait, sont un groupe de personnes de la langue sémitique qui ont traversé la mer Rouge depuis la péninsule arabique au 4e siècle, ou on va dire encore vers le 5e siècle, avant notre ère. Cependant, des recherches plus récentes ont révélé que l'influence de Sabaka ou encore des Sabéens était relativement de courte durée et qu'une civilisation de langue sémitique a été établie dès le 10e siècle avant notre ère. Les preuves archéologiques contextualisées par les succès grecs et romains antiques indiquent une langue historique de contact et d'échange entre la région devenue Aksum et les cultures de la péninsule arabique. Pour dire tout simplement qu'une civilisation de langue sémitique existait déjà depuis le 10e siècle
avant notre ère sur les territoires actuels de l'Empire Aksum. L'Empire Aksum est donc une civilisation très ancienne dont l'origine se trouve en Afrique. Ceci est encore confirmé par le Kebra Negast, qui veut dire gloire des rois, qui est un récit de la rencontre entre la reine de Séba et le roi Salomon. Dans cette histoire, la reine nommée Makeda se rend à Jérusalem pour visiter Salomon et pendant qu'elle y est, bien sûr, elle conçoit un enfant qui devient Ménélik I, le premier roi d'Éthiopie. Elle ramène la bague de Salomon en Éthiopie avec elle et Ménélik l'utilise plus tard pour s'identifier à son père Salomon. Après avoir refusé les demandes de Salomon de rester à Jérusalem et de lui succéder, Ménélik retourne en Éthiopie emportant avec lui l'Arche de l'Alliance. Ce document qui, selon la plupart des chercheurs, est un composite de traditions orales bien antérieures, établit un lien entre les cultures sémitiques de la Méditerranée orientale et de la péninsule arabique et la culture pré-aksumite dans les hauts plateaux éthiopiens. En somme, on va dire que le Kebra Negast, qui est ce document d'origine aksumite, a formé la base des affirmations selon lesquelles le royaume éthiopien post-aksumite descendait de Salomon et qu'Aksum lui-même, avec sa longue histoire de christianisme, faisait partie de cet héritage. Aksum était un État païen jusqu'au, on va dire, au IVe siècle, où il a adopté le christianisme comme une religion d'État sous le roi Ezana, qui a régné entre, on va dire, 320 et 350 de notre ère. Mais bien que le christianisme soit devenu la religion principale d'Aksum, cela s'est produit bien après, lorsque l'empire a commencé à se constituer. Selon une inscription traduite au début du XXe siècle, le roi Ezana aurait remercié le dieu Arès pour sa défaite du peuple rebelle Béga. Arès est le dieu grec de la guerre et a été identifié avec Marem, qui est l'équivalent du dieu aksumite de la guerre. Et les Aksumites croyaient par ricochet que leur roi descendait de Marem. Au IIe siècle, lorsque Ptolémée écrit sa géographie, la ville d'Aksum était la capitale établie d'une puissance régionale croissante avec une monarchie fermement établie, en partie sur le commerce du Nil et de la mer Rouge, ainsi que sur le commerce terrestre. Les sources romaines du 1er siècle indiquent qu'il y a eu conflit entre le royaume de Méroé et Aksum sur l'accès au Nil. Méroé était en quelque sorte la capitale de l'Empire Kouch. Cela s'est avéré être un conflit très court, d'autant plus que le pouvoir d'Aksum augmentait et que celui de Méroé diminuait. Une grande partie de cette première période du 1er au 4e siècle de notre ère a été définie par le conflit entre Aksum et ses voisins arabes qui rivalisaient pour contrôler les deux côtés de la mer Rouge. Andoubis, qui est l'un des rois très influents de l'empire aksumite, a inauguré une nouvelle ère dans l'histoire aksumite avec la création d'un nouveau système de monnaie. Aksum a émis des pièces en or, en argent et en bronze, ce qui a aidé à le dépeindre comme un royaume ou un empire aussi puissant que ses voisins et solidifier sa place dans l'évolution du système commercial entre l'Empire romain et l'océan Indien. Ces pièces sont également des sources historiques précieuses qui aident à décrire les histoires des derniers rois pré-chrétiens d'Aksum, c'est-à-dire Andoubis, Aphilas, Wazeba, Usanas et Ezana. Certains détails de leur règne sont également confirmés dans les stèles de leur tombe. Aksum a donc été sans doute le premier empire africain à émettre une monnaie. Des traces de cette monnaie ont même été retrouvées en Inde et au Sri Lanka, confirmant que les frappes en or étaient destinées à l'utilisation internationale. Ezana, qui a régné entre les années 320 et 350 de notre ère, a été le premier roi aksumite à se convertir au christianisme vers 333 de notre ère. Son image sur la monnaie aksumite est visible et une croix apparaît au verso. Une inscription d'une campagne victorieuse contre le peuple Naba du royaume de Kouch peut indiquer pourquoi Ezana s'est converti. Le royaume regardait de plus en plus vers l'ouest, vers le Nil, qui était contrôlé par le royaume de Kouch. Kouch était un état
en déclin et Aksum avait lentement empiété sur ces territoires. Le peuple Naba a riposté contre le peuple aksumite vivant à ses frontières. En réponse, Ezana a entrepris une campagne contre les Naba et les a vaincus. À la suite de sa victoire, il a laissé des inscriptions en langue Ge'ez louant le Dieu chrétien pour sa faveur en ce qui concerne sa victoire. Voici ce qu'il dit. Par la puissance du Seigneur des cieux, qui a fait de moi Seigneur, qui, de toute éternité, le parfait règne, qui est invincible à l'ennemi. Aucun ennemi ne se tiendra devant et après moi, aucun ennemi ne suivra. Le désir d'Ezana de contrôler les routes commerciales du Nil le mit en contact direct avec l'Empire romain qui, au milieu des années 300, devenait plus chrétien, en particulier après la dépénalisation et le patronage du christianisme par l'empereur Constantin. Aksum était parfaitement positionné entre l'Empire romain et l'océan Indien et aurait un avantage significatif pour contrôler à la fois le Nil et la mer Rouge si d'aventure l'Empire Kouch tombait. Et une tradition religieuse partagée ne ferait que renforcer les liens entre Aksum et Constantinople. C'était à l'avantage d'Ezana de commémorer sa victoire avec des inscriptions faisant l'éloge du Dieu chrétien au lieu des anciens dieux païens. Voilà donc, chers amis, l'histoire glorieuse de l'Empire Aksum, qui a été un empire influent dans la corne de l'Afrique. Il a été le premier empire à créer sa propre monnaie, qu'il a utilisée non seulement localement, mais aussi de façon internationale. Il a été reconnu comme l'un des empires les plus puissants aux côtés de l'Empire romain. Si vous avez donc aimé cette histoire, n'oubliez surtout pas de vous abonner massivement à la chaîne Peuple Ébène. N'oubliez surtout pas aussi de commenter, de partager et surtout d'activer votre cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Ébène. Sur ce, je vous dis à bientôt.